Et notre premier orateur sera Serge Haroche, qu'on ne présente pas au Collège de France, dont il a été l'administrateur entre 2012 et 2015. Pas la peine non plus de rappeler qu'il a eu le prix Nobel de physique en 2012. Je voudrais juste dire qu'en tant qu'administrateur, il a précisément appliqué la devise du collège qui se trouve un peu partout sur les mosaïques qui ornent les différents sols. Et quand je vois les gens qui passent par-dessus, moi je m'écarte toujours parce que docet omnia, je trouve qu'on ne peut pas fouler ça aux pieds. Et donc il a tout à fait appliqué cette devise puisqu'il n'a pas hésité à soutenir le projet de création d'une chaire consacrée à la civilisation mésopotamienne sur laquelle j'ai eu la chance d'être élu. Et donc je lui ai, en dehors de toute la reconnaissance collective que nous pouvons lui avoir, j'ai une reconnaissance tout à fait particulière à Serge Haroche, mais j'ai déjà trop parlé et donc je lui donne tout de suite la parole. Merci de cette aimable présentation. Je ne suis pas seul responsable, évidemment, de la création de cette chaire, mais j'ai été très heureux qu'elle soit créée. Et effectivement, je suis très sensible aux relations qui existent entre sciences exactes et sciences humaines. Vous voyez que j'ai choisi comme fond de cette diapositive un ciel bleu, parce que je vais parler de recherche fondamentale et de recherche appliquée, et les anglo-saxons appellent souvent la recherche fondamentale « Blue Sky Research », la recherche du ciel bleu. Et je pense que cela veut dire que lorsque l'on cherche, par exemple, on se pose la question de savoir pourquoi le ciel est bleu et pourquoi le soir ou le matin il devient rouge, eh bien en fait c'est une recherche qui dans un certain sens est inutile. À quoi cela peut-il servir de savoir pour des applications pratiques que le ciel est bleu? Eh bien en fait ça a eu de nombreuses applications. Les propriétés de diffusion de la lumière sont employées, utilisées dans un grand nombre de dispositifs qui servent à la vie pratique. Et donc, ceci nous donne un premier exemple des liens qui peuvent exister entre recherche fondamentale, application et innovation. Donc, la question qu'on peut se poser pour commencer cet exposé, c'est évidemment une question très générale. Pourquoi fait-on de la recherche? Et il y a deux types de réponses qui ont été évoquées dans l'exposé liminaire de l'administrateur. La première, c'est évidemment pour satisfaire notre curiosité. C'est ce qu'on appelle la recherche fondamentale, la Blue Sky Research. Il s'agit de comprendre le monde qui nous entoure, qu'il s'agisse de ce qui se passe maintenant ou du monde passé, des origines de l'univers, des origines de l'homme, de la vie. La deuxième réponse, c'est on cherche à faire des choses qui sont utiles en répondant à des besoins de la société. On cherche à permettre à l'humanité d'avoir des moyens d'action sur le monde qui permettent de changer la façon dont on vit. C'est ce qu'on appelle la recherche appliquée et l'innovation. Et souvent, eh bien, on oppose ces deux formes de recherche. Et en particulier, les gouvernants et les politiques préfèrent souvent l'utilité à court terme et ils considèrent, même s'ils ne le disent pas explicitement, que la recherche fondamentale est un luxe. J'ai entendu dire des gens exprimer l'idée que la recherche fondamentale, c'est de la recherche faite par des gens qui satisfont leur curiosité avec l'argent des autres. Voilà, par exemple, une affirmation assez provocatrice sur la recherche. En fait, gouvernants et politiques appliquent une notion d'utilité très particulière. Il est évident qu'une recherche qui va produire des résultats rapidement sera utile, en particulier à leur réélection. Donc ils ont une constante de temps très courte à considérer et ils vont favoriser des recherches dont les résultats vont apparaître rapidement. Bien entendu, l'histoire des sciences nous montre que ce point de vue est naïf et que recherche fondamentale et appliquée sont les deux faces de la même médaille, qu'on ne peut pas les séparer. Il ne peut pas y avoir d'innovation et de recherche appliquée s'il n'y a pas eu un substrat de découverte fondamentale avant, et inversement, la recherche fondamentale ne peut pas progresser si elle ne profite pas de la technologie qui permet de sonder les propriétés de la matière, de l'univers ou de la vie de façon de plus en plus précise. Pour commencer, se donner une idée de ce qu'est ce lien entre recherche fondamentale et appliquée, il suffit de revoir l'histoire de la physique. Moi, je suis plutôt, c'est mon domaine particulier de recherche. Quelle a été l'histoire de la physique depuis la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles? Cette recherche a été motivée par la pure curiosité, comme l'illustrent les grandes découvertes concernant la lumière et la matière. Dès le XVIIe siècle, les questions fondamentales se sont posées sur la lumière. Quelle est sa vitesse? Est-ce qu'elle est formée d'ondes ou de particules?
Si elle est formée d'ondes, comment interpréter les phénomènes d'interférence entre ondes? Et des physiciens illustres comme Newton, Huygens, Fresnel, Fizeau se sont illustrés dans ces recherches sur la lumière. En parallèle, on s'est posé également des questions fondamentales sur la matière qui interagit avec la lumière. De quoi est-elle constituée et comment se manifestent les phénomènes électriques et magnétiques au niveau de la matière? Et là, on peut citer des personnes comme Coulomb, Faraday, Ampère, qui travailla ici au Collège de France, et Maxwell. Et la convergence des recherches fondamentales dans ces domaines ont conduit à des théories extrêmement puissantes. La théorie de l'électromagnétisme, qui a unifié les phénomènes électriques, magnétiques et optiques, la théorie atomique, qui a décrit la matière comme étant constituée de particules élémentaires que sont les atomes, et cette théorie électromagnétique et théorie atomique a eu besoin pour comprendre de façon plus profonde le monde qui nous entoure, de bénéficier d'une révolution scientifique, celle de la physique quantique et de la relativité, qui ont remis en cause nos conceptions de l'espace, du temps, du déterminisme, du hasard, et les personnages de Planck, Einstein et Bohr viennent à l'esprit lorsqu'on considère ces révolutions scientifiques qui se sont produites au début du XXe siècle. Ce qu'on peut dire de ces découvertes, c'est que les scientifiques qui les ont faites n'avaient aucune idée de leur utilité. Et pourtant, elles ont conduit à des inventions, des innovations qui ont changé nos vies dans tous les domaines. La façon de produire de l'énergie, la façon de communiquer, de naviguer, de calculer, de stocker de l'information, de sonder la matière, de réaliser des diagnostics médicaux, de nous soigner, tout cela est venu de ces recherches fondamentales. Et c'est venu souvent, ces applications sont souvent survenues de façon inattendue et après un très long délai. Il s'est passé, par exemple, près d'un demi-siècle entre la découverte par Einstein de l'émission stimulée et la réalisation des premiers lasers. Il s'est passé une trentaine, une quarantaine d'années entre les travaux pionniers sur la résonance magnétique et son application à l'imagerie médicale. Donc, et en général, ces applications sont arrivées par la combinaison de travaux de recherche fondamentale dans différents domaines. Et je donnerai des exemples de cela. Donc, je voudrais illustrer cela par quelques exemples. Et nous allons voir qu'en fait, ces idées ne sont pas, c'est pas simplement ce qu'on fait aujourd'hui. Cette convergence entre recherche fondamentale et appliquée, ces idées qui relient ces notions entre elles, cette symbiose entre les deux, s'est produite, a commencé dès les débuts de la recherche scientifique moderne, c'est-à-dire dès le XVIe et XVIIe siècle. Je prendrai comme premier exemple Augustin Fresnel, qui a été l'un des pères, le fondateur avec Thomas Young en Angleterre de la théorie ondulatoire de la lumière. C'est lui qui a montré par des expériences d'interférence, en faisant interférer entre eux des faisceaux lumineux provenant de deux sources voisines, que la lumière était formée d'ondes, capables de se renforcer ou de se détruire par phénomène d'interférence. Il a écrit un traité sur la lumière, dont je représente ici une page, où il décrit ces phénomènes avec une très grande précision. C'est de la recherche fondamentale. En même temps, Fresnel était également un ingénieur. C'était l'un des premiers polytechniciens et il a appliqué ses connaissances sur la lumière pour fabriquer en particulier des lentilles qu'on appelle les lentilles de Fresnel, qui sont beaucoup plus puissantes, qui concentrent la lumière beaucoup mieux que les lentilles qui précédaient et qui ont remplacé les premiers dispositifs dans les phares. Et on peut dire que par cette découverte, Fresnel a sauvé la vie de centaines de marins qui pouvaient donc voir la lumière de ces phares de beaucoup plus loin par le fait qu'elles utilisaient ces lentilles. Mais cette application immédiate est loin d'être le résultat le plus important des travaux de Fresnel. Fresnel n'avait pas prévu les innombrables applications de l'interférométrie, dont je parlerai un peu plus loin dans cet exposé, et qui ont une portée beaucoup plus grande que simplement leur application à des lentilles. Le second exemple que je prendrai est celui de Michael Faraday, qui a découvert le phénomène de l'induction magnétique. Si vous déplacez un aimant à proximité d'un circuit électrique, le changement du champ magnétique produit un courant dans l'aimant. Et vous voyez ici le montage expérimental de Faraday. Une première bobine, celle qui est tenue à la main, est reliée à une batterie, donc un courant circule dans cette bobine. Ce courant crée un champ magnétique. Et en déplaçant la bobine dans une seconde bobine, la bobine extérieure, la variation du champ magnétique crée un courant dans la deuxième bobine qui est détecté par un galvanomètre qui dévie lorsqu'on effectue ce déplacement. Donc, en découvrant cet effet, en fait, Faraday a conduit à la révolution électrique. En fait, ce système, c'est le système qui est utilisé dans les dynamos, les générateurs de courant électrique qui transforment l'énergie mécanique des turbines
aussi bien dans les centrales nucléaires que dans les centrales à charbon en courant. Et c'est à la base des moteurs électriques qui, inversement, transforment l'énergie électrique en travail mécanique. Les voitures électriques qu'on développe actuellement fonctionnent suivant